troubadour roussillonné. Il ne faut pas dire catalan. Il ne faut surtout pas dire occitan. Un peu, quand même. Non, bon. Nous allons nuancer. Oui, bon, ça mérite quand même une nuance. Très bien. Et donc, nous avons le conférencier qui est Michel Avoué, qui est maître de conférence à l'Université de Perpignan, agrégé de lettres. Et donc, littérature et langue catalane. Ce qui prouve, contrairement à ce que dit notre ministre, l'éducation... Lequel non, le dernier, là, comment il s'appelle Blanquet, et en plus il est d'origine catalane. Voilà. Qui dit que, moi effectivement je suis agrégé de lettres, et à Casamel, sempre s'appellera catalan, il n'y a aucun problème, aucune incompatibilité entre langue romane. Alors arrêtons de dire des âneries, monsieur Blanquet. Vive les langues romanes, parce que vous savez, in fine, c'est le français que nous allons enterrer. Oui. D'abord, je suis passionné. Ça n'était pas perçu. Donc, alors, non seulement conférencier, mais auteur de l'ouvrage Les Troubadours roussillonnés, publié par les presses de l'Olivier. Gérard Bonnet, merci d'être venu. J'étais déjà venu pour l'ouvrage sur Pédion. Sur les naturalistes. Voilà, c'est ça. Bon, ben, vous pourrez tout à l'heure regarder. Et puis, nous avons des troubadours roussillonnés. Avec Gisèle Belsola, Michel Maldonado et Gérard Mélou. Voilà. Merci d'être venu. Moi, maintenant, je vais laisser la place aux conférenciers, aux voilà, artistes. donc je signale, profitons-en, que je vais sortir un livre à la rentrée, là. Oui, La Faule de Guillaume de Toulouet. Petit conte arthurien, un petit bijou, donc écrit dans une langue hésitante entre le catalan et l'occitan. Hein, voilà. Et donc ça, je sortirai à la rentrée. Et non, pour vous dire que... Oui, bon, vous voyez, vous ne m'entendez pas? Oui, on m'entend. Donc, je sortirai ça à la rentrée, et peut-être un jour, je vais vous en parler. Et voilà. Pourquoi pas? Parce que ça a été écrit par un Majorquin, évidemment. Et donc, nous sommes, si vous voulez, c'est la transposition du monde du roi Arthur, c'est de la fée Morgane, d'Avalon, en somme, l'île d'Avalon, vous savez, en Méditerranée. Je ne vous en dis pas plus, et alors c'est en plus plein de fantaisie. Alors écoutez, oui. Je te donnerai les dates de disponibilité de la salle au mois d'octobre, novembre. Avec plaisir. Déjà retenu. Hein. Ah bien écoute, ça y est, il m'a retenu. Voilà. Allez. Car, écoutez, d'abord la musique, d'abord la poésie. Et donc je te laisse la parole, Gisèle, si tu veux. Tu expliques. Il vaut mieux que vous entendiez moins fort, mais que le son soit joli. Alors, on fait une petite entrée musicale avec 3 petits chants de San Juan de las Abadesses, donc juste après Prats de Moyo et Moyo, en continuant. Et c'est un petit cloître adorable. Et donc on a trouvé un parchemin grâce à un notaire qui s'était servi de ce parchemin pour couvrir ses actes notariés, comme ça, notariaux. Donc grâce à ça, on a retrouvé ce parchemin avec ces 3 chansons.
Magnifique. On pourrait leur poser des questions sur les instruments aussi tout à l'heure. Voilà, les troubadours roussillonnais, qui expliquent que nous soyons ici. Eh oui, on décompte 800 ans là. On n'en parlait plus. Ils étaient enterrés. Alors oui, en 1924, Arthur Langsford a chez Champion publié un volume là, consacré aux chansons de Guillaume de Cabestaing. Cabestany, si vous voulez, Cabestaing. Bon. Nous prononcerons comme il faut prononcer, quoi. Qu'est-ce que vous diriez si je prononçais Paris, Paris? Mais c'est pas. Bon. Donc, Guillaume de Cabestaing, c'est très beau, hein, il a fait un travail extraordinaire. Il fallait les réunir, ces troubadours, et donc c'est ce que j'ai fait là, grâce à Gérard, hein, qui m'a tout de suite proposé l'édition. Voilà, les troubadours roussillonnais. Alors, qui sont-ils, ces troubadours? Regardez, nous les découvrons. Berenguer de Palol. Attention, excusez du peu, le premier troubadour, alors là, oui, catalan. Catalan. Le premier troubadour catalan, parce qu'il y avait des troubadours aussi au sud des Alberts, et donc il y en avait aussi en Italie, on en parlera. Hein. Donc, premier troubadour catalan, Berenguer de Palol. Ah, Palol, c'est où? Tiens, j'en profite pour vous dire qu'il y a un colloque sur la toponymie à l'université, là, à la fin du mois. Alors, Palol, c'est où? Ah oui, là c'est interactif, hein, je pose des questions parfois. Alors, c'est où Palol? Palol. Oui, bravo. Qui l'a dit? C'est bravo, c'est elle. Effectivement, il y a Palol d'avant, Palol de là. Alors, je ne sais pas s'il était d'en bas ou d'en haut. Toujours est-il que, il nous a laissé, vous le voyez, même s'il est le plus ancien, c'est pas paradoxal, c'est lui qui nous a laissé le plus de musique, 8. Et 12 cansos. Alors, cansos, c'est évidemment la chanson. C'est comme ça qu'on l'appelle en occitan, quand vous allez le voir, il est écrit en occitan, je vous expliquerai pourquoi. Et canso, comme en catalan. Mais en catalan, on l'écrit avec CCI, c'est avec. Guillaume de Cabestaing, notre vedette. Là, vous connaissez, certainement, vous en avez entendu parler. À ne pas confondre, parce que certains l'ont confondu, avec le maître de Cabestaing, vous savez, le sculpteur. Chacun son métier. Lui, il est dans la poésie, la musique, le sculpteur, il sculpte. Wow. Mais c'est à la même époque, plus ou moins. Donc. Guillaume de Cabestaing, qui nous a laissé 9 cansos absolument extraordinaires. Bon, ça, c'est comme les enfants, vous voyez, il y en a 2 quand même qui sont d'attribution incertaine. Mais on lui a attribué la paternité. Voilà. Alors, vous voyez les points, 1212. Ces points, ça veut dire qu'à un moment donné, pour Berenguer en 1964, pour Guillaume en 1912, ils sont attestés dans des textes. Donc, voilà. Après, quand sont-ils nés? On n'en sait rien. Quand sont-ils morts? On n'en sait rien. C'est malheureusement souvent le cas. Pour les, enfin, malheureusement ou heureusement. On insiste moins sur la biographie. Pour les artistes, pour les écrivains médiévaux. Pons d'Ortafa, de la grande lignée des barons d'Ortafa, voilà, et qui nous a laissé 2 merveilles, 2 chansons malheureuses. Ah oui, dont une avec musique, c'est ça, nous l'interpréterons tout à l'heure, que je trouve, moi, une à la fin, véritable merveille. Voilà, donc, grand troubadour de noble lignée, on le dira. Et puis, j'ai laissé pour la fin le Formite de Perpignan. Alors, Formite, comme son nom l'indique, c'est un surnom, c'est le Formite le formidable, c'est le type qui roulait des mécaniques, apparemment, et le Formite, finalement, il ne nous a laissé qu'une chanson, bon, qui est belle, mais qui n'est pas extraordinaire, en vérité. Le meilleur, c'est quand même Guillaume, encore. Et puis, le Ramon de Rosselló. Et là, il faut rouler les airs.
Vous voyez, Ramon de Rosselló, c'est comme le tonnerre. Hein. Voilà. Vous savez que ça c'est triste. Hein. Mes étudiants ne savent plus rouler le R. Le R, là, pico alvéolaire, mesdames et messieurs, est en train de disparaître. C'est-à-dire que le R parisien, puisque vous savez, le R vient de Paris, VLR, là, et on ne sait plus dire R. Bon, alors, non, mais il faut le dire. Ramon de Rosselló. Alors lui, il ne nous a laissé qu'une coble. Une coble, c'est-à-dire une coble, une strophe. Hein? Alors, on continue. Hop. Alors, troubadour, je l'ai mis en occitan, Quezaco. Hein? Et puis, c'est vrai que Quezaco, ça s'emploie. C'est peut-être le seul mot occitan qui s'emploie régulièrement. Ce matin encore, je l'ai entendu sur France Inter. Hein? Bon, Quezaco, mais traduction, troubadour, c'est quoi? Quezaco. Vous verrez pourquoi je l'ai mis en occitan. En catalan, ça ne s'écrirait pas comme ça. Hein? D'ailleurs, ce serait Quezecho. En catalan, Quezecho. Bon, d'accord. Alors, Berengue de parole, eh bien, vous le voyez, il est là à cheval. Hein? Alors, dans les manuscrits, vous voyez, on voit une représentation là hein, du troubadour, vous le voyez. En rouge, la rubrique c'est sa vie, la vida, la biographie. Imaginez, hein, souvent d'ailleurs faite à partir en réalité, des chansons du troubadour. À un moment donné, pour expliquer ce qu'était la vie du troubadour, la vida, aux étudiants, j'avais composé une vida de Johnny Hallyday. Mais tout le monde ne le connaissait pas, surtout, bon, on lui a fait des funérailles nationales, tant mieux. Mais enfin, à l'étranger, il n'est pas forcément connu, hein, même en Europe. Hein. Alors les étudiants Erasmus ne le connaissaient pas forcément. Alors je ne vous dis pas, j'ai essayé une vida de Trovaillit, oui, car le féminin de troubadour, c'est Trovaillit. Hein. Il y a des femmes troubadours, il y en a peu, mais elles sont très intéressantes. Et c'était avec Sheila. Alors je prenais une chanson de Sheila et je fabriquais une vida, la vida de Sheila, de Trovaillit. Alors là, personne ne connaissait plus Sheila. Oh, voilà. Non, mais voilà, tout passe. Sauf les troubadours. Voilà, on continue. Voici les deux paroles, on y reviendra. Alors, Sabina, que vous voyez donc en rouge, c'est que j'ai du mal à revenir. Voilà, hop, hop, hop. Vous voyez ça, je maîtrise assez mal. Voilà. Donc, en rouge, Sabina. Voilà, je l'ai reprise ici. Vous le voyez qu'il était catalan, c'était le cas, etc., de Catalogne, et trobet ben cançons. Et trobet, il trouvait, d'où troubadour, tropare, trouver. Nous allons y revenir. Il composait des chansons, hein, il composa de bonnes chansons. Le troubadour, c'est celui qui compose des chansons. Hein. Et puis vous voyez quelque chose d'assez extraordinaire, et cantava. Alors, il chantait, soit il faisait chanter, comme par exemple Gisèle, il aurait pu faire chanter Gisèle, ou il pouvait chanter par lui-même, vous voyez, on va y revenir, et cantava, il chantait d'un air de Saint d'Avignon, muller d'un Arnau d'Avignon, fille de Marie de Pégard. Il chantait une dame, car le troubadour, nous allons le voir, il chante pour une dame, et souvent, vous le voyez ici, une dame mariée. Je le dis tout de suite, parce que vous allez voir, ça va poser quelques problèmes parfois. Hein. Alors on pourrait y revenir là-dessus. Pourquoi une femme mariée hein? Mais je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas parce que je ne peux pas tout dire. Si on posait la question tout à l'heure, on pourrait y répondre. Enfin, je dirais tout. D'accord? Voilà. Il composa, il chanta pour une dame mariée. Vous savez, une dame mariée, c'est toujours plus difficile à atteindre. Si vous lisez Georges Duby, le grand historien, il vous dira qu'en réalité, ce n'était pas la dame qui était visée, mais à travers ce jeu, qui était un jeu purement courtois, d'habitude ça n'arrivait jamais très loin, hein, ça aussi je le dirais, à travers ce jeu, eh bien c'était en réalité le suzerain qui était, vous voyez, le seigneur qui était visé. Donc on faisait mine de s'intéresser à la dame, en réalité on s'intéressait au seigneur, vous voyez, parce que c'est de lui qu'on pouvait avoir de la promotion. Donc, tout de suite, dissipons, voilà une petite erreur que j'ai cru découvrir même ici. Hein. La conférence sera suivie d'un spectacle de troubadour. En réalité, le spectacle qui vous est donné hein, n'est pas forcément un spectacle de troubadour, c'est un spectacle plutôt, regardez, de jongleur, hein, d'interprète, hein, autrement dit, de jougla. Le musicien, c'est au jougla. Le troubadour, vous l'avez au-dessus, c'est celui qui trouve. Hein. Vous voyez, du verbe tropare, composé. Hein. Donc, ne pas confondre. Le troubadour,
celui qui trouve, celui qui compose, et au jougla. Parfois, ce sont les mêmes, c'est vrai. Parfois, quand c'est un grand troubadour d'un certain niveau social, il a ses jouglas, il a ses musiciens, il a ses interprètes. Nous allons le voir tout de suite. Vous voyez? Voilà, jougla du latin ioculator. Je n'ai jamais compris pourquoi ça faisait rigoler les étudiants. Bon, voilà, je vous l'expliquerai. Je suis un grand naïf. Ah, ça. Alors, toujours est-il que regardez, Guillaume de Cabestein, alors pour ça il est formidable ce Guillaume, pour qu'on puisse expliquer ce que sont les troubadours. Guillaume de Cabestein, dans un endroit, à la fin de sa canson, eh bien, s'adresse justement à son jongleur. Hein. Et je prenais le second endroit, la variante. Jugla, hey, et prête notre tricks. Très beau, c'est sonorité occitane. Jongleur, hein, va jongleur, je te prie de ne pas t'attarder. Et chante un vers à vos amis, chante ce poème, à mes amis, et à Raymond, puis fils Joy Pace, et à Sir Raymond, que la vraie joie nourrit. Voilà. Donc, le jongleur est envoyé auprès d'un grand seigneur. Ici, Ramon, il a du culot, hein, parce que le Guillaume, c'est quand même à la femme de Ramon qui va s'intéresser. Mais on va voir ce que ça va donner, hein, je ne vous en dis pas plus. Ça se terminera tragiquement. Et tout de suite, et donc, il envoie le jongleur. Vous voyez, différence entre jongleur et troubadour. De la même manière, Raymond de Miraval, qui chantait lui un peu l'hérésie, le fagot, eh bien, envoie Ben Saut, donc son jongleur, en Roussillon. Et alors il est content parce qu'il revient. Vous savez, quand on va en Roussillon, on n'est jamais sûr d'en revenir. Voilà, à l'époque. Hein. Alors, quand on est à Faïré, Ben Saut, plus vous, vos m'a rendu de Roussillon, puisque le Roussillon vous a rendu à vous, vous a rendu à moi plutôt. Je vous ferai une petite chanson. C'est pas beau ça? Vous voyez? Attendez, le Moyen-Âge, c'est pas du tout ce qu'on dit. Voyez, on nous dit le Moyen-Âge, c'est des barbares. Moyen-Âge, vous dites Moyen-Âge des enfants, ils vous sortent peste, choléra, ils vous sortent torture, ils vous sortent oubliettes, ils vous sortent... Oui, certes, bien sûr, mais des horreurs, il y en a aussi aujourd'hui, je veux dire, peut-être davantage. Hein. Et puis le Moyen-Âge, c'est aussi, allez, Notre-Dame de Paris. Hein, parce qu'on a fait grand cas de Notre-Dame de Paris, je comprends, qui a pris feu. C'est aussi ça. Bon, c'est aussi ça, et bien d'autres choses. Évidemment, vous savez que nous avons un patrimoine médiéval extraordinaire ici. Voilà. Donc, vous voyez que les rapports entre troubadour, le compositeur et les interprètes peuvent être excellents. Et moi, j'entretiens d'excellents rapports. Ah, mais je ne compose pas, c'est vrai, je ne suis pas trop bon. Non, parfois, ça se passe mal. Et nous avons ce qu'on appelle un sirventes, c'est-à-dire une chanson, mais une chanson qui n'est polémique, si vous voulez. Hein, pas une chanson d'amour. Normalement, la chanson, c'est l'amour. D'ailleurs, le mot amour, ceci dit par parenthèse, on me dit un jour, oh, le mot amour, le plus beau mot de la langue française. Certes, pourquoi pas. Mais le mot amour n'est pas français. Le mot amour est occitan. Hein. Petite leçon de philologie, minute. Vous comprendrez. Le latin flore. Flore. Donne quoi en français? Fleur. Le latin amor donne en français, en langue d'oïl, ameur. Et ameur, ça veut dire rut. En revanche, flore, amour, c'est des sonorités du sud. Vous voyez? Donc, sous l'influence des troubadours, il semble que ce mot amour soit remonté vers le nord. Vous voyez? Voilà. D'accord? On pourrait dire des choses. Alors, entre Guerau, de Cabrera, grand, noble important de Catalogne, et son juglar, son interprète, eh bien, les choses se passent très mal. Ça arrive. Et voyez, il lui écrit une lettre qui est dans laquelle il le congédie, carrément. Mais avec les formes. Vous voyez, c'est pas aujourd'hui, quand on congédie quelqu'un, qu'on lui écrit une lettre en vers. Voyez, voilà. Donc, c'est une lettre dans laquelle il lui dit « Je me sépare de toi ». Pourquoi?
Eh bien, parce que cabre, le bien ou mal nommé, ils ont mal nommé. Un troubadour, un jongleur, un chanteur qui s'appelle cabre, est-ce qu'il chante bien? Ouais, cante comme une cabre. Bon, voilà, Julien Clerc ou chose comme ça. Alors, voilà, donc, il lui adresse cette lettre de licenciement. Cabre jugla, mal saps violar i piec cantar, del cap de la finition. Non saps ballar ni tergitar. Tu ne sais ni danser, ni chanter, ni jouer de la viole, ni te trémousser. Hein? Danser, en somme, hein? Voilà, il faut occuper l'espace. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu ne connais même pas, regardez la suite, tu ne connais même pas le répertoire à la mode, à l'époque. Hein? Voilà, tu n'as jamais vu, jamais un bon verre de Rudel ne t'est passé sous le nez, sous la moustache plutôt, ça c'est assez amusant. Bon, ja vers nouvelles bonnes dans l'oreille, non coûte que tu passes sous le guignon. Hein? Donc, Geoffrey Rudel, même, ce grand troubadour dont vous avez certainement entendu parler, non? Quelqu'un a entendu parler de Geoffrey Rudel? Non? Alors il illustre parfaitement ce qu'est la poésie troubadouresque. Il vit au XIIe siècle. Et il nous a laissé quelques cansos magnifiques. Et Geoffrey tombe amoureux d'une dame, la dame de Tripoli. Voilà. Et la dame de Tripoli, en Syrie, hein? Non, en Libye. La dame de Tripoli, c'est ça, il y a les deux en fait, c'est pour ça que c'est jamais. Mais là c'est en Libye. La dame de Tripoli, il ne la connaît pas, il ne l'a jamais vue, mais paradoxalement, il en est follement amoureux. Voyez, la force de l'amour est telle que, n'ayant jamais vu cette dame, je vous rappelle que dame, ça vient de domina, celle qui domine. Hein? Souvenez-vous, hein? Donc, les messieurs aussi. Donc, voyez, il va tomber follement amoureux d'une femme qu'il n'a jamais vue. Tellement l'amour est grand chez lui. Il traverse la Méditerranée, il arrive mal en point, et, pour tout dire, mourant. Et là, il est vraiment à l'article de la mort, quand apparaît la dame de Tripoli. Et sa vie nous le raconte. Il retrouve instantanément, et oui, elle le prend dans ce giron-là, il retrouve instantanément tous ses sens. Hein? La vue, l'ouïe, et puis le toucher même. Hein? Voilà. Ça c'est extraordinaire. C'est l'auteur qui pratique, le troubadour qui pratique ce qu'on appelle l'amour de loin, l'amour de loin. Vous voyez? Vous connaissez cette expression d'amour de loin, très certainement. Il y a un très beau poème. Vous voyez? Voilà, donc c'était à la mode. Ah, voilà, c'est Michel, et quand il avait les cheveux un peu plus abondants, voici le joueur de Villagra, voilà, un joueur que vous trouverez, donc, un jougla, et non pas un troubadour, à moins qu'il ne compose, que vous trouverez où ça? Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez peut-être croisé? Non? Au Palais des Rois de Majorque, à la Chambre de la Reine. Alors, voilà, quand vous allez au Palais des Rois de Majorque, allez à la Chambre de la Reine, munissez-vous de jumelles quand même, hein, parce que c'est tout à fait un mot, c'est des solives, voilà, hein. Vous l'avez, d'accord? Alors, vous avez compris que les troubadours, eh bien, c'est des gens qui, des auteurs-compositeurs, qui maîtrisent aussi bien la parole, le verbe, osmotes, que la musique, les sons. Vous voyez, c'est ce qui est dit d'ailleurs dans ces 4 vers de Merengue de parole. Si on savait avec Guiardo, et on va s'arrêter un peu sur Guiardo, si je pouvais en tirer récompense de chanson, si la faisais, Adès la commencerai cointet de Mozis son. Je la commencerai immédiatement à créole, par les mots et par les sons. Voici une excellente définition de ce qu'est la chanson. Chez Merengue de parole. Alors, la récompense, c'est quoi, le Guiardo? Parce que ne croyez pas que le troubadour, il compose comme ça, il attend une récompense de la part de la domina, de la dame. Alors c'est quoi la récompense? Allez, imaginez. Vous avez des propositions à me faire. Oui? Oui? Allez. Non? Oui? Un festin. Nous assisterons à un festin, mais tragique et cruel, à la fin.
Oui. Une fête, une attirance. Hop, 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 on y va, on y arrive. On y arrive, il n'ose pas le dire. Hein. Bon, un bisou, voilà. Alors ça déjà, vous avez raison, un baiser. Si la dame donne un baiser, c'est déjà beaucoup. Hein. Ça c'est un leitmotiv, on retrouve ça dans les cansos. Hein. Un baiser, un regard. Hein. Bon. Mais, et alors il faut lire René Nelly, grand occitaniste et grand spécialiste, c'est un troubadour, hein, l'érotique des troubadours. Vous savez ce bouquin-là, avec une couverture noire, là, et qui effectivement peut faire penser à un livre un peu suspect, vous voyez, un livre tiré de l'enfer, un peu cochon, quoi. Hein. Et alors beaucoup ont cru que l'érotique des troubadours c'était un livre cochon, pas du tout. Après c'est l'amour, hein, la manière dont on pratique l'amour. Et donc il explique bien tout ça. En quoi consiste le casardo, le guillardo, on retrouve le même terme à peu près en français. Eh bien, le guéredon, en languedoc, en français, ça peut être varié. Ça peut aller effectivement jusqu'au fatch. Le fatch, c'est le fait. Et le fait, c'est le commerce charnel. Voyez-vous? Je ne sais pas comment le dire de manière plus, disons, courtoise. Voilà ce que je cherchais. Vous voyez? Le commerce charnel. Voilà, le fatch. Mais, en principe, le troubadour n'arrive jamais à ce stade, le fatch. Pourquoi? Parce que le troubadour est un homme de désir. Et ce qui le fait chanter comme la cigale, dirons-nous, c'est précisément le désir. Et alors, une fois qu'on a fait la chose, le fatch, qu'est-ce qu'on fait? On allume une clope, là, et puis bon, ça sent le tabac froid, c'est affreux. Hein? Le troubadour, c'est pas ça, mesdames, messieurs. Bon, allez, continue. Non mais vous voyez, moi je me regarde avec les troubadours, hein. Vous ne savez pas que j'ai m'ennuie. Hein. Allez, oh, ça permet de parler de problèmes même quotidiens. Hein. Alors voilà, une page de chansonnier. Hein. Elle est intéressante parce qu'on voit très bien comment sont disposés les textes à la suite. Ah oui, on manquait de place. Hein. Alors on ne mettait pas les vers les uns en dessous des autres. Hein. Il fallait regrouper. Vous savez que j'ai eu la chance de consulter. Attendez, hein. Là, rien que de le dire, vous voyez, ça m'a fait quelque chose. Le plus beau chansonnier du monde, à la Bibliothèque Vaticane. À la Bibliothèque Vaticane, on me l'a donné comme on m'aurait donné, je le savais, un paquet de bonbons. Je vous assure, j'ai passé la journée sur le plus beau chansonnier du monde du XIIIe siècle, à la Vatican. Là aussi, je pourrais vous faire une conférence rien que là-dessus. Vous savez, c'est pas évident de rentrer à la Bibliothèque Vaticane. Et il n'est pas évident d'en sortir non plus, parce que j'y serais resté. Non, parce que j'y serais resté toute ma vie. Je vous assure, vous êtes le temps autant sur ton vol. Bon, on vous expliquera ça une autre fois. Bon, toujours est-il. Bon, j'en ai vu d'autres à la BNF, à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, dans l'ancienne bibliothèque, à l'Arsenal. Mais bon. Alors, dans une vignette, le troubadour est représenté, mais évidemment, ce n'est pas réellement le troubadour, parce qu'il faut bien dire que ces recueils ont été composés un siècle, parfois 2 siècles, après la mort du troubadour. Donc c'est tel qu'on l'imagine. Vous voyez, bon là c'est pas difficile, il n'a pas fait trop d'efforts. Vous voyez, et puis vous avez les chansons, la musique. Alors là c'est des neumes. Là, nos amis musiciens, vous en direz davantage que moi. Hein, là-dessus, sur la musique qui, paraît-il, est un peu interprétée, hein, malgré tout. Là, bon, il pourrait vous dire 2 mots, hein, Gisèle? Oui, mais on fait ce qui est écrit. Hein. Ah, quand même. Oui. D'accord, d'accord. Moi, tu m'expliqueras ça. Moi, ça, on repart. Voilà, voici notre vedette, Guillaume de Cabestein. Alors, c'est lui que j'ai mis sur la couverture, là. Et voilà pourquoi je suis allé à la Bibliothèque Vaticane. Parce que figurez-vous qu'au Vatican, ils ont un peu le culte du secret, hein, ils n'ont toujours pas de catalogue, peut-être maintenant, je ne sais pas, numérisé, vous voyez, comme ça, dans lequel vous pouvez choisir, trouver justement des représentations des aluminures. Ils n'ont pas ça. Et alors il fallait que j'y aille, que je vois à quelle page c'était, etc. Et pour leur demander, tout simplement, qu'ils me fournissent une aluminium. Vous savez combien je l'ai payé? Ah oui. Si on met le pape quand même, je l'ai. Non, mais bon, écoutez, je l'aurais payé plus cher, franchement. Mais je l'ai payé, je crois, dans les 400 € ou quelque chose comme ça. Hein. Et oui, le droit de reproduire Guillaume de Cabestein du chansonnier A de la Bibliothèque Vaticane, j'ai payé une petite fortune. Hein. Mais je vous assure que j'aurais payé jusqu'à 1000 € sans problème. Mais
oui, c'est la passion, c'est, attendez, notre Guillaume, notre Guillaume, héros quand même, attendez, mondialement connu. Vous voyez, Guillaume de Cabestagne, à travers cette fameuse histoire du cœur mangé que je vous raconte. Hein? Voilà, et puis, dont la Bible a été traduite par Stendhal. Bon, ça aussi, on pourrait en parler. Vous voyez. Alors, l'une des chansons de Guillaume de Cabestagne, donc là, c'est Ludus Corsile. C'est la plus connue. Ça, c'est le tube. Ludus Corsile, comme dans la mort souris. Donne un plaisir d'avance, mais del plaisir. Alors c'est magnifique, je contemple votre corps précieux et charmant. Bon, tout ça on le retrouve dans les autres poésies des troubadours, évidemment. Dame en qui resplendit toute beauté, et alors ça c'est très beau. Dame en qui beautat gens, maintes bêtes oublie, mais qui est là, vos et merci, souvent, en faisant votre éloge. Je m'oublie moi-même. Magnifique, magnifique définition, non, de ce qu'est l'amour. L'amour, c'est s'oublier soi-même pour l'autre. Attendez, c'est des barbares au Moyen-Âge, là? Non, mais arrêtons avec ça. Ah, ça m'agace. Oh, vous savez, je fais de l'auto-allumage, je me mets en colère à moi-même. Oui, nous sommes donc dans une France qui, linguistiquement, a peu à voir avec la France d'aujourd'hui, mais a encore beaucoup à voir avec la France du 19e siècle et même de la première moitié du 20e. Moi, en 60, tout en parlant catalan. Alors, donc, vous le voyez, au nord, grosso modo, vous le savez, au nord de la Loire, on parle la langue d'Oï. Alors, aucun rapport avec la langue, vous savez ce que j'ai trouvé comme traduction de langue d'Oï dans une université espagnole, je crois à Valencia. Il s'intéresse à la langue d'Oï, et il donne des cours. Et c'est devenu, sur Internet, la langue d'huile. Décidément, l'anglais nous contamine. Alors, la langue d'huile. Je dis, mais non, c'est pas des sardines, c'est des troubadours et des trouvères. Non, mais, bon, vous voyez, je pourrais presque faire un sketch. Bon, alors, donc, au milieu, vous voyez, une zone franco-provençale croissante de transition entre le français et l'occitan. Et puis, tout ce qui est au sud, là, c'est l'occitan, c'est le domaine d'Oc. C'est, si vous voulez, l'Occitanie. Voilà. C'est pour ça que les occitanistes, purs, durs, ne sont pas contents que Madame Delga nous ait réduit l'Occitanie à un mouchoir de poche, quand même. Et moi, je ne suis pas content qu'on nous ait annexé. Parce que ici, attendez, où les mots veulent dire quelque chose, ou ils ne veulent rien dire. Et je crois que pour beaucoup de politiques, malheureusement, les mots ne veulent rien dire. Ils font de la com. On reprend les Cathares, on prend l'Occitanie. Bon. Non, soyons sérieux. On est dans la culture, là. Très bien. Bon. Alors, vous voyez, au sud, donc, l'occitan, le basque et le catalan, évidemment. Alors, on pourrait dire des choses sur les langues. Alors, les troubadours chantent en occitan. Ils composent en occitan. Y compris nos troubadours catalans. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les Catalans composent en occitan? Il faut savoir que la poésie catalane, jusqu'au XVe siècle, jusqu'à Oziasma, la poésie, a été écrite dans une langue très occitanisée. Et que le catalan et l'occitan se ressemblaient beaucoup. Vous voyez? Ça, il faut le dire. La civilisation occitane, la civilisation catalane, la langue occitane et la langue catalane sont des langues jumelles. Ensuite, elles se sont davantage différenciées. Vous voyez? Mais il faut le dire, ça. Il faut le reconnaître. Vous voyez? Donc, je n'ai rien contre l'Occitanie, contre la civilisation occitane. La civilisation d'Oc, qui malheureusement est un peu sous le boisseau, alors qu'elle mériterait beaucoup plus. Trouvez-vous normal que les troubadours, je le disais l'autre jour à des spécialistes des troubadours, ne soient toujours pas dans la Pléiade? Dormeson, de son vivant, Santo Subito, on le fiche à la Pléiade. Nos troubadours, il y a 800 ans. Attendez, et les troubadours, quand même, ils ont, c'est pas le temps de développer tout ça, mais ils expliquent quand même la lyrique française. Nos troubadours expliquent Louis Aragon, expliquent Victor Hugo, expliquent etc. Bon, soit, on passe. Alors, vous voyez que les dialectes d'Oc sont divers. Vous savez tous que, par exemple, un provençal a du mal à comprendre un gascon.
beaucoup de mal. En revanche, un gascon comprendra plus facilement un provençal. Vous voyez, donc il y a des dialectes exactement comme dans la France d'Oil. Hein. Il y avait des dialectes. Alors, oc, ça veut dire oui, et oil, ça veut dire oui. Hein. Oil, si vous voulez, pour expliquer la chose, on se servait de oc pour dire oui, hein, particule latine. Bon. Alors, dans le Nord, quand on disait, par exemple, on demandait vient-il? Il vient, on répondait oh il. Oui, il. Oui, il vient. Hein, tout, oh il. Dans le Sud, on disait simplement oh. Ben, comme en catalan, en cas de diem. Ben la dona, oh. Que fa la dona? Ben, oh, ben. Bon, par exemple. Vous voyez? Alors, vous voyez, c'est qui bon? Hein, vous le reconnaissez. Là, vous le voyez en entier. Ouais, bon, il se termine d'une manière un peu étrange, c'est normal, hein, c'est un centaure. Allez, vous savez, il était musicien, il était médecin, il était extraordinaire, il avait tout pris. Ses frères d'ailleurs n'avaient rien. Bon, vous relirez la mythologie. Et maintenant, cher Jouglas, vous allez faire entendre à nos amis une canso absolument magnifique de Berenguer de Malone, Am la fresque clarda, hein, avec la fraîche clarté qui émane du temps serein d'âme, et avec l'été qui vient et se renouvelle. J'ai remis mon cœur tout entier à votre merci. Si pendant longtemps je n'ai plus voulu vous voir, la faute m'a revenu. Et je l'ai expié. Dieu le sait. Ce que je fais, je remis. Ab la fresca clardat che mo del temps serè donna e ab l'estat che renové l'épée al tout mon cor pausat en la vostra mercè e captana e estat che veser nos volia ai sofferta gran desire saibè che si m'avait desgrat en torses de bé donna in per ma fauda car de mi nos cove quel trueb si donzirat per nulla felonia e falsom nos castia ans atrom escapat. E non per altrare tut cam avia amate de pauc mi sube si hai per gust camjat domna per me vostre cos atturat vogliats ma compagnia ai si com jan vorria vos e vostra amistad. En vostra senyoria mies com ja non hauria ren que hagués comprat cançó Anna Maria digas que eu cantaria sin sabia vergrat.
sa bellezza per l'amare in vostra signoria mi è scocciato un'oria cantaria senza via verdad. Je disais qu'on va continuer. Non, je rigole. C'était, hein. Mais, alors, sur un rythme plus lent, une autre chanson de Berenguer de Palop, sur un ton donc moins mélancolique, qui rappelle d'ailleurs un peu la liturgie parfois. Là, vous allez entendre, c'est nettement plus dansant. Hein. On pourrait presque la danser, effectivement. C'est une chanson du printemps, qui célèbre le printemps, qui célèbre le retour du temps des amours. Pammaveis, giois e amorgeggiati, e allegriere de porte cortesia, che il mondo non ha ricordi ma lentiglie, don lieta al son tengues per benestar. Donc, seigneur ben, et ça c'est beau, mesdames, que mi dons de las claus, de tots els déus que ho ateny i espère, et reine del sol, sangueis, non, presque bien. Vous voyez, à l'époque, comme je dis à chaque fois, on ne se contentait pas de donner à sa femme les clés de la voiture. Hein? Vous voyez, c'est ça. Alors, cette chanson, vous allez le voir, c'est une chanson de Renaissance. Il faut dire que les troubadours, évidemment, privilégient pour chanter le printemps, actuellement, nos 12 thèmes de Pascal. Le temps de, évidemment, la Renaissance. Les oiseaux chantent, l'amour revient, on s'aime, embrassons-nous, etc. En avant. San Joe
Sabens perché non dirmi non balans e usa mamma bella sa mia calzando un caldo da sia usa via e mescre set spazia di jazz perché ormai canso la mira nos e vos scazzamus ozzecciase contra paisa e brassani che jamais qui mostra un claus si cambe lui sembra un foulet per abbilme un po' ghiaccio di cave per abbilme un po' ghiaccio di cave. Le retour donc, des beaux jours, du printemps, de l'amour, tout ça rime. Et voyez, Guillaume est extraordinaire, car à travers ses vers, il nous dessine, comme vous le lisez, une géographie de la fine amour. La fine amour, c'est-à-dire cette conception extrêmement raffinée de l'amour, qui d'ailleurs, on l'a souvent dit, on l'a dit il y a déjà longtemps, installe notre conception de l'amour. Notre conception occidentale de l'amour, lisez par exemple L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont, vous voyez, la manière dont on conçoit l'amour, et l'amour romantique, etc., ça nous vient des troubadours quand même, hein, disons-le. Donc les troubadours, ils comptent beaucoup aussi dans l'évolution de la manière dont on conçoit le monde, tout simplement. Et il faut quand même le dire. Soit. Alors, cette fine amour, cet amour vraiment comme on le réinvente, eh bien, cet amour courtois, il va se disséminer, avoir un grand succès. Et vous voyez, Guillaume de Cabestagne nous dit, à propos d'une dame, Amore così hermana, elle m'a donné amour et tristesse, que dels miels enamorés, je suis tombé amoureux de ce qu'il y a de mieux. Miels, c'est la dame. Hein? C'est ce qu'il y a de mieux, il n'y en a qu'une. Qu'est-ce del puig tro à l'Érida, c'est-à-dire du puits à Velay jusqu'à Lleida, l'Érida. Vous voyez, ça, du nord au sud, ça dessine la géographie donc, de la fine amour. Depuis l'Auvergne, depuis au-dessous de la Loire, jusqu'à Lleida. Et puis, il rajoute, Guillaume, tantes de pezzi de valor en clause, que eu non voglio que fosse ma cousine. Hein? Son mérite et sa valeur sont tels que je ne voudrais pas qu'elle soit ma cousine. Vous comprenez pourquoi? Parce que normalement, bon, la cousine, on ne touche pas. Hein? Encore que beaucoup aient commencé avec la cousine. C'est pour ça, on ne l'accepte pas. Bon. Et c'est-à-dire, un roman qui arrose, Ninon n'a pas, elle n'a pas son pareil, d'ici, et alors là, c'est la courbe, hein, de la Méditerranée jusqu'à, que nous épousons, jusqu'à Messine, c'est-à-dire jusqu'à Sicile. Vous voyez? Donc, cette fine amour, elle va se répandre, et même plus loin, puisqu'il est question, dans l'un de ses poèmes, des quatre reis majors. Hein, et ces quatre rois majeurs, c'est le roi de France, le roi d'Angleterre, le roi de Castille et le roi d'Aragon, autant de pays dans lesquels va se disséminer la fine amour, dans lesquels vont naître des troubadours. On pourrait rajouter l'Allemagne avec le Minnesang, hein, c'est-à-dire les troubadours en langue allemande. Hein. Donc, tout ça, il faut le dire, c'est très très important. Autour d'Aliénor d'Aquitaine, vous connaissez la grande Aliénor d'Aquitaine, autour d'Aliénor d'Aquitaine à la fin du XIIe siècle, eh bien, dans la seconde moitié du XIIe, se réunissaient des chanteurs, des trouvères français, hein, comme j'en sais rien, Châtelain de Coucy par exemple, des troubadours du Sud, des gens qui parlaient breton, regardez, et qui comptaient en breton, regardez par exemple Marie de France, hein, qui dit « Moi je traduis en français ce que j'ai entendu dire par des conteurs bretons », etc., etc. Il y a là une sorte de melting pot, vous voyez, d'échange entre
les cultures, les poésies, qui devraient nous donner à réfléchir aujourd'hui. Parce que moi, je suis de ceux qui croient que l'unité, y compris l'unité d'un pays, eh bien, ça se fait à travers l'échange. Voilà. Toi, tu parles telle langue, moi je parle ta langue. Toi, tu parles la mienne. Moi, je partage ta vision du monde, au moins en partie. Toi, tu la partages en faisant l'effort de parler ma langue, etc. Et ça, vous voyez, c'est pas de la poésie, c'est une réalité. Ça, c'est l'Europe telle qu'elle devrait être. Hein? Bon, je ne représente pas, hein? À Dieu ne plaise. Mais en fait, nous sommes loin dans les discours que nous entendons de tout ça. Nous avons des étudiants Erasmus. Vous voyez? Ils pratiquent ça, les étudiants Erasmus. On en parle d'Erasmus. Pas une seule fois, je n'ai entendu parler d'Erasmus dans tous les discours de ces messieurs de Bon, continuons. Allez, hop. Il fallait le placer, ça. Voici, délégué de parole à cheval. Dans la page chansonnier occitan, vous le voyez, il est très beau, il est là, notre Berlinguer. Et là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer cette page, Azanaïs de Polka-Ragues, qui est une trouvaillite du côté de Béziers, une languedocienne. Donc, mesdames, il existe des femmes troubadours, hein, dont la fameuse comtesse d'Ille, qui d'ailleurs conçoivent un peu différemment les rapports entre hommes et femmes. Hein. Si vous lisez la comtesse d'Ille, vous chercherez sur Internet, vous trouverez ses poésies, vous avez assez peu de choses traduites. Elle, c'est, bon, écoute, il y en a marre de ça, quand est-ce qu'on couche? Vous voyez, c'est ça. Lisez la comtesse d'Ille. Hein, bon, ça, et que troubadour, là. Délégué de parole. Alors, ces troubadours, ils appartiennent à quelle tranche de la société? Vous le voyez, notre Berlinguer, c'était un chevalier. Pobres cavaliers faux. Donc, il appartient à la couche la plus basse de la noblesse. Mais vous voyez, il est expert dans le maniement et des armes, et évidemment des chansons. Et il chante pour la dame, la Renaude. Guillaume de Cabestagne, vous le voyez ici, il est à cheval. Hein, vous voyez, sa ville, à Rameau. Voilà, c'est un chansonnier occitan. Fu un cavalier all'incontrare da Rosselló. Voilà. Fille d'un pauvre cavalier, hein, lui aussi. Donc, nous sommes dans la petite noblesse. Mais enfin, on vit de manière relativement aisée. On a quelques possessions. Voyez, et puis, on vit autour de grands seigneurs. On en profite aussi. Voilà. Hein. Alors, on peut le lire, ça. Il arriva que Guillaume de Cabestagne, je peux vous le lire à l'occitan, arrive ici que Guillaume de Cabestagne, que fille d'un pauvre cavalier, donc Castagne de Castagne, Cabestagne, vint en la cour de Monseigneur Raymond de Roussillon. Il vint à la cour de Monseigneur Raymond de Roussillon. Il se présenta à lui et lui demanda s'il acceptait comme valet à sa cour. Voyez? Attention, nous suivons le fil rouge, les choses vont mal se terminer. Vous le savez, pour le pauvre Guillaume de Cabestagne. Voilà. Alors il arrive, vous avez vu entre Canet et Perpignan, cette tour, pas la tour la plus haute, la plus trapue, il y en a deux. Hein. C'est la tour de Château-Roussillon, et c'est là que va se nouer le drame. On reparle. Ouais, c'est triste. Voilà. Alors, vous avez remarqué qu'ils étaient petits chevaliers, certains étaient très pauvres. Hein. Marc Ablou, par exemple, lui, on l'a trouvé sur le seuil d'une maison, hein, abandonnée, etc. Et puis d'autres appartenaient à de grandes familles, comme Ponce d'Ortafa, encore une fois, de la lignée vous voyez, des barons d'Ortafa. Encore, la maison d'Ortafa existe à Perpignan, enfin, bon, ce qui ensuite est devenu la maison d'Ortafa, vous savez, la préfecture. Hein, on va chercher les permis. Maintenant, tout se fait par Internet. Bon, alors, vous voyez, le roi d'Aragon, lui-même, était troubadour. D'ailleurs, le roi d'Aragon, dans sa ville, on trouve l'oreille d'Aragon à quelques kilomètres. Hein, celui qui composait. Hein. Alors, ce roi d'Aragon, Alphonse, il a vécu à la fin du XIIe siècle, hein, si vous voulez. Et je l'ai inclus dans cette anthologie. On me dit, mais quoi, qu'est-ce que tu vas chercher barcelonais et tu l'inclus dans cette anthologie qui parle de Roussillonnais. Oui, mais c'est oublié une chose, c'est qu'à un moment donné, ce roi d'Aragon, aussi que je l'ai mis ici, va devenir comte de Roussillon. On va le voir. Et donc, on peut considérer qu'il est aussi roussillonnais. Et puis, il appréciait bien à Roussillon, il appréciait le vin, il appréciait les jeunes filles,
il appréciait bien la terre du Roussillon sous tous ses aspects. Vous voyez, il venait, hein, de temps en temps, en villégiature, évidemment. Voilà. Comment? Il est mort en Roussillon. Et il est mort en Roussillon. Et oui, et il est mort, et j'oubliais, et il est mort chez nous, hein, quand même. Vous voyez, il n'est pas né, mais il est mort. Tu as raison de le souligner, parce que c'est vrai que j'avais oublié le... Alors, Lorenzo Aragon a quelques trouvettes. Hein, celui qui trouvait, donc voilà, bon, je passe sur les détails. Alors, vous voyez le cadre historique, alors je passe aussi très rapidement, hein, mais le cadre historique, vous le connaissez peut-être un peu, vous voyez, Alphonse le troubadour, qu'on appelle aussi en caste, le chaste, en réalité c'est pas du tout vrai, puisque dans un village de Catalogne, il aurait passé, comment dire, passé par le fil de l'épée, j'allais dire. Bon, ça me vient comme ça, 3 nonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elles ne sont pas mortes. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, c'est pas la première fois que ma vieille cette image de ma banque. Bon, ça. Vous lirez sa vie, c'est bizarre. Alphonse le troubadour, pas si chaste que ça. Hein. Voilà. À la mort de Girard de Roussillon, il devient héritier, effectivement, du Roussillon. Hein. Bon, je passe sur les détails historiques, ça, notre ami Garrido vous l'expliquerait mieux que moi, ou Robert Vinas, déjà plus qualifié. Pierre II le catholique prend le relais. Très catholique, mais malgré tout, c'est lui qui, là aussi je ne vais pas expliquer, hein, mais qui essuie la croisade contre les Albigeois. Vous voyez? D'où le sac de Béziers, et surtout cette date de 1213 de la bataille de Muret, où la coalition, en somme, catalano-occitane, va se heurter aux troupes de Simon de Montfort, venues du nord, et vous savez ce qui va se passer. C'est la fin des troubadours. C'est la fin du monde troubadouresque, c'est la fin du monde occitan. Vous voyez, à cause de cette bataille de Muret où eh bien, les armées coalisées du comte de Toulouse et du roi d'Aragon vont subir une défaite extraordinaire, alors qu'ils étaient bien plus nombreux. Mais paraît-il, vous savez l'histoire, alors c'est vrai ou c'est faux? Là, je ne sais pas, M. Garrido, Simon de Montfort aurait passé la nuit à prier la Vierge, là c'est les chroniques qui disent ça, et le roi d'Aragon, le catholique qui était, attention, qui était un chaud lapin entre nous, je ne vous dis pas comment il a engendré Jacques Ier le conquérant, avec Marie de Montpellier dans le noir, tout ça, on s'en reparler. Toujours est-il que lui, il n'est pas allé que manger du cassoulet à Toulouse. Il a lutiné toute, voilà, les Toulousaines, là, toute la nuit. Le lendemain, il n'était pas frais. Le général, ça doit dormir. Donc voilà, voilà, ça c'est... il y a du vrai, il y a du fou. Voilà. Ensuite, Jacques Ier le conquérant, le grand, vous voyez, et avec ce traité de Corbeil en 1258, qui effectivement nous place, nous, avec l'Aragon, hein, et place les villages au-dessus de Sals et compagnie dans le royaume du roi de France. C'est ce traité de Corbeil donc, qui marque la séparation au milieu du XIIIe siècle, vous voyez, sous Louis IX, entre la France et l'Aragon. Vous pouvez encore vous promener et voir des bornes de l'époque des Piloses. Vous l'avez peut-être fait du côté de Bélestat, par exemple, etc. Bon, j'en profite pour dire que la bataille de Muret, quand même, 1213, c'est une date très importante. Parce que c'est en 1213 que la France s'est faite véritablement. Que Louis IX atteint ce qui était chez lui une idée fixe, la Méditerranée, enfin. Hein, la Méditerranée, on peut partir pour les croisades. Et donc, cette date est très importante et bizarrement, elle ne figure pas dans les livres d'histoire, ou très peu, hein, alors que c'est une date essentielle. Vous voyez, dans son histoire, comment il s'appelle, Vignon, le professeur au Collège de France, Boucheron. Même Boucheron, dans son histoire mondiale de la France, vous savez qu'il a fait un peu polémique. C'est pas très français, ça, comme histoire de la France, c'est une histoire mondiale. Bon. Mais Boucheron, professeur au Collège de France, donc quand même un petit peu intègre, hein, ne traite pas cette date de 1213. Là, j'ai été très étonné. Parenthèse, je referme. Jacques le Conquérant, Pierre de Legrand, évidemment, qui, vous le savez, va essuyer une nouvelle croisade
de Philippe le Hardi, vous savez, c'est la mise à sac d'Elne, d'Elne qui est brûlée, etc., le massacre d'Elne, vous avez tout ça ici. Un roi de France meurt à Perpignan, c'est Philippe le Hardi. Et ils arrivent jusqu'à Gironne, et à Gironne, là, eh bien, ils capitulent devant les mouches, les mosques de Saint-Narcisse, vous savez ça? Une armée de mouches qui va faire reculer l'armée du roi de France. Bon, alors tout ça, c'est pour pas expliquer tout ça, mais pour vous donner un avant-goût un peu du climat politique de l'époque historique. Alors, vous voyez, quand même, les possessions du roi d'Aragon à l'époque, du troubadour, nous sommes à la fin du XIIe, début XIIIe. Ça va du delta de l'Èvre jusqu'aux Alpes. Et oui, tout ce qui est en marron, là, marron et marron clair, c'est les possessions du roi d'Aragon ou de gens qui étaient donc ses vassaux. Mais en bleu, celle du comte de Toulouse. Vous voyez, se dessiner, ça, c'est tous les historiens sont d'accord, une entité politique et culturelle de part et d'autre des Pyrénées. Et puis ça a échoué parce qu'il y a eu cette fameuse bataille de Muret, tout ça a explosé. C'est d'ailleurs pourquoi encore aujourd'hui, si vous allez en Provence, vous verrez les 4 bars catalanes. Vous les voyez plus qu'ici maintenant, parce que oui, nous, nos bars, Madame Delga, elle se termine par un point. Je suis furieux de ça. Vous le dites, je suis furieux. Non, mais attendez, on se fout de nous. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Ah non, ça c'est moi. Vous voyez, ça c'est parce que je suis furieux, là j'ai plus mes... Voilà. Regardez. Alors les limites de la Catalogne, vous le savez, là aussi. Si on lit les troubadours du sud, là, des Albert, comme Guillaume de Magdala, il dit que la Catalogne va de Tortosa à Sports, c'est-à-dire au col des Pyrénées. Ça c'est du sud au nord, d'est à l'ouest. Évidemment, là aussi on pourrait lire Pons de la Guardia qui dit tout le pays de Sals, trois trems, Sals, Deus et pousse, on dit en Espagne, que Dieu sauve tout le pays de Sals jusqu'à Trem et celui, surtout celui où vit Madame, car c'est celui-là qui est important. Donc, de Trem jusqu'à Sals, d'est à l'ouest, voilà, c'est la Catalogne. Les sont les formules administratives. Voici les comtés nord-catalans avec le Roussillon. Et nos troubadours sont essentiellement roussillonnais. Mais ils voyagent, je le dis dans le livre, ils ne restent pas en Roussillon. Bon, passons sur ces considérations historiques. Voici la généalogie simplifiée des comtes de Barcelone pour vous expliquer que quand Girard meurt, c'est-à-dire le dernier comte de Roussillon, en 1172, eh bien, c'est le roi d'Aragon qui devient comte de Roussillon, ici. Et donc, il a toute sa place, et il nous a laissé un beau poème, attention, il a toute sa place ici. Le voici d'ailleurs, le roi d'Aragon. Era llarg comme la Quaresma, diuen. Il était haut, grand, long, comme le carême. Et c'est vrai, regardez. Et là, c'est les habitants de Perpignan de l'époque. Vous voyez? C'est les Perpignanais de l'époque qui lui rendent hommage. Ça vient de l'archive de la Couronne de Négo. Voilà. Et les troubadours, évidemment, chassés par la croisade, vont se réfugier en Catalogne. Ça, Madame Delga a un peu oublié quand même tout ce qu'elle a le droit. On va le chanter, non? Voilà. Donc, ça, il faut le lui rappeler. Il faut que je lui ai fait une lettre pour le lui rappeler. Bon, notez-le lu. Panier. Un poète, on ne lit pas poésie, panier. Bon, ne me fait aucune illusion. Alors, les troubadours à la cour du roi d'Aragon, un grand spécialiste des troubadours, Itzvan Fran, dit ceci, son règne, donc celui du roi d'Aragon, comme troubadour Alphonse, son règne et celui de son fils Pierre II coïncident en effet de 1162 à 1213 avec l'apogée de la poésie courtoise d'expression provençale. Ce demi-siècle d'or comprend les 50 meilleures années des poètes provençaux. Ni en Espagne ni ailleurs, tout au cours des XIIe et XIIIe siècles, il n'y eut un mécène aussi souvent célébré, c'est vrai, et aussi souvent cité qu'Alphonse d'Aragon.
Et vous voyez, tous ces troubadours. Alors, je ne vais pas vous détailler la vie de chacun d'eux. Hein. Non, non, nous cheminons vers la fin, soyez tranquilles. Mais simplement, si vous prenez là au milieu, hein, eh bien, dites-vous que beaucoup de ces troubadours ont fréquenté la cour d'Alphonse. Hein, une véritable fourmilière poétique, extraordinaire. Le premier des troubadours, vous l'avez en haut, c'est Guillaume Nau d'Aquitaine, grand seigneur, grand troubadour, extraordinaire. Et le dernier c'est Guillaume Riquier de Narbonne. Si vous allez à Narbonne, vous verrez, il y a quelques vers de Guillaume Riquier sur, je ne sais pas si c'est sur la mairie, sur la façade de la mairie, hein, vous verrez ça. Et très très grand troubadour, les derniers des troubadours. Hein. Le chant troubadouresque, finalement, eh bien, s'éteint, on peut le dire, à la fin, vous voyez, 1292, à la fin du XIIIe siècle. Malheureusement, nous écouterons une chanson, c'est ça, hein, de Guillaume Riquier. Hein, c'est quand est-ce qu'on écoute là? Ah, et bien peut-être maintenant. Non, c'est ça. Oui, oui, c'est maintenant. Hein, voilà. On écoute Guillaume Riquier, et d'ailleurs, je vais vous proposer de reprendre en chœur le refrain. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer. Hein, on va essayer. Non, mais ça dit du camarade, on va essayer le refrain. Entre els catalans valents que les dones aviden. On essaie? Allez. Entre els catalans valents que les dones aviden. Ça c'est comme à la messe, on a du mal à faire chanter. Entre els catalans valents i les dones
Ah oui, oh, tout n'est pas si rigolo, hein, je vous dis, voici un chansonnier, hein, de la Massacrelaine, hein, le roi de France, Philippe III leur dit, voilà, 1255. Tenez, je vais vous lire ça en ancien français. Vous voulez écouter comment? C'est demain. Ah oui, c'est demain. Oh, mais c'est vrai, j'y pense. Alors, regardez, vous voulez que je vous lise ça en ancien français? Ce que dit le chroniqueur. Il dit, en ancien français, alors, si se feriren parmi eux les François, et n'espargneren ne hommes, ne femmes, ne jeunes, ne vieux, que tous ne maïssent à mort. Pas, hein? Alors, croyez-vous que les troubadours, c'est comme tout, hein, ils étaient, chacun avait ses opinions, et chacun avait embrassé le parti du roi de France. C'est le cas de cette malparite Bernard d'Aurillac. Bernard d'Aurillac, qui dit quand même, ça c'est fort, hein, qu'on peut être troubadour, et en même temps on peut dire des choses horribles, ça on le sait. Hein. C'est compliqué les humains. Donc, quan seran autrement que ningú, no hi hagués son tort, ni parells, ni maïsó. Si ce type-là avait eu la bombe atomique, il nous connaît tous. Non, mais ça, c'est le canigou vu depuis où? Non, mais toi, tu le sais. Ben ça. À Boulle-Ternaire. Je vous invite à Boulle-Ternaire, et un jour, on fait venir tout le monde à Boulle, et on fait une visite de Boulle. Parce que, croyez-moi, c'est à voir. Hein? Ah oui, d'accord. Bon, voilà, allez. Alors, le Roussillon est une terre de troubadours, vous l'aurez compris. Si vous ne me croyez pas, alors, écoutez, je ne sais pas quoi faire, mais je vais aller chercher un grand d'Espagne. Je vais chercher, excusez du peuple, Don Juan Manuel, infant de Castille, duc de Peñafiel, et beau-fils du roi d'Aragon, Jacques II. Il avait épousé sa fille, vous voyez. Il est venu par là, et il a dit, maintenant c'est une terre de troubadours. À tel point que dans l'une de ses œuvres, vous savez, c'est lui qui pose véritablement la prose espagnole. Il est très très important dans l'histoire de la littérature espagnole, ce Don Juan Manuel. Donc, il raconte cette histoire, une histoire qui s'est passée à Perpignan, une histoire de troubadour. Je vous la raconte aussi, comme il nous l'a laissé. Pone aquí una cosa que apareció un caballero en Perpignan. Vous savez que Perpignan s'appelle Perpignan parce que c'est tout simplement la forme espagnole du nom, Perpignan. Il faudrait l'écrire avec un tir. Voilà. Donc, je conterai ici une aventure qui arriva à un chevalier de Perpignan, du temps de Jacques Ier de Majorque. Il se trouve que ce chevalier était un très grand troubadour qui faisait merveille en composant d'excellentes chansons. Alors, il a fait une, vous le voyez, de très réussie, les gens l'apprécient, ce qui fait que tout le monde chante sa chanson. À l'époque, je ne vous apprends rien, il n'y avait pas de radio, pas tout ça, nous avons joué. Qu'est-ce qu'on faisait? On chantait. Et donc, on s'envoyait des chansons, et c'est ce qui se passe, un cordonnier. Alors, ça se passe, cette histoire, vers la médiathèque. Vous voyez, actuellement, il y a une rue, vous remarquerez, je n'invente rien, hein, il y a une rue dans ce hôtel, les cordonniers. Là, il y avait les cordonniers. Donc, on imagine que ce chevalier passe, et il entend qu'un cordonnier chante sa chanson. Mais il estropie sa chanson. C'est une catastrophe. Oui. C'est un peu comme, vous savez, le barde là, dans Astérix. Comment il s'appelle? Assurance tourisme. Catastrophe. Alors, l'auteur, le troubadour, celui qui avait trouvé, voyant qu'on était en train d'abîmer son enfant, saute de son cheval et il rentre dans les choppes du cordonnier et voici qu'il est triple. Les sacs, les chaussures, enfin tout ce que le cordonnier avait confectionné. L'autre, le cordonnier, est fou, il poursuit le chevalier monte sur son cheval et voyez que nous sommes dans la longue durée, comme dirait Le Goff, les choses n'ont rien changé. Course-poursuite, et oui, dans ce quartier de Saint-Jacques. Rien n'a changé depuis le Moyen-Âge. C'est une belle voilà. Alors, tous ces gens-là se retrouvent finalement pour vider la querelle, ils se mettent d'accord pour vider leur querelle auprès du roi, qui justement était au palais du roi de Majorque. Eh ouais, c'est du roi de Majorque. Donc on a le roi ici qui est dans la justice, on va le voir. Et le roi, voilà, il demande à écouter, il demande à savoir. Et il dit au chevalier, mais enfin, perché cette chose? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi? Alors l'autre lui dit, écoutez,
faites chanter, vous faites aucun tas, et vous saurez. Hein, voilà, faites-le chanter, vous comprendrez. Et fait assurance tout risque. L'autre chante, ouh, on se bouche les oreilles, et le roi dit, oh, reste, hein, pareil, il n'y a pas, bon. Et donc, il rend son jugement. Et c'est un jugement de Salomon, vous voyez, c'est assez amusant. Hein. Le roi ordonna au cordonnier que jamais plus il ne chanta cette chanson, et n'estropiât l'œuvre du chevalier. Vous voyez, j'ai sorti là les imparfaits du subjonctif qui, par parenthèse, sont en train de disparaître complètement du paysage. Ça, c'est grave. Hein? Il le dédommagea, il rejoignit à ce dernier de ne plus lui causer la nuit. Hein, c'est beau. Hein? Allez, on finit. Nous allons finir sur cette évocation de Guillaume de Cabestan, que vous connaissez peut-être, hein, certainement même. Vous devez connaître cette histoire. Je vous la rappelle, la légende du cœur mangé, qui fait que ce troubadour est vraiment le troubadour le plus connu dans le monde, au moins par les spécialistes. Et puis par beaucoup de gens qui lisent en particulier Stendhal. Je vois pourquoi. Donc, voici Guillaume. Le chevalier qui combattit à las Navas de Tolosa fut, nous dit le dictionnaire des lettres françaises, dont le directeur est Michel Zinc, actuellement académicien. Vous savez qu'on a fait rentrer un médiéviste à l'Académie française, dernièrement, Michel Zinc, hein, avec qui j'ai eu quelques petits... On n'était pas tout à fait d'accord sur un détail. Mais Michel Zinc est un grand médiéviste, depuis Gaston Paris, écoutez bien ça, l'Académie française, depuis Gaston Paris, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, il n'y avait pas eu un seul linguiste à l'Académie française. Voilà. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'il faut dire que les médiévistes sont aussi des spécialistes de l'histoire de la langue. Ça, je vous le signale. Hein. Scandale. Alors, le chevalier qui combattit à las Navas de Tolosa fait un des plus charmants et des plus délicats chantres de l'amour, pour qui la fidélité à sa dame était le devoir le plus sacré. Il aima et chanta Saoul Imonde, le nom de notre ensemble. Hein. Saoul Imonde. D'ailleurs, ils ont un très beau CD, mais je compte qu'il n'y en a plus. C'est ça. Bon, voilà. Ça devient collector. Là. Voilà. Saoul Imonde, la femme de Raymond, seigneur de Château-Roussillon. Vous allez voir que Raymond, c'est pas un rigolo. Alors, la vie de Guillaume de Cabestan nous dit ceci. Guillaume était un chevalier de haute conténération, on l'a déjà lu. Il y avait dans son pays une dame qui s'appelait Solimone, vous le savez, femme de Raymond de Château-Roussillon, personnage fort noble et puissant, mais également méchant, farouche, fier et orgueilleux. Messire Guillaume de Cabestan aimait d'amour la dame, la chantait et en faisait le sujet de ses chansons. Et la dame qui était jeune, distinguée, le chérissait plus que tout au monde. Que rien. C'est pareil. La chose fut rapportée à Messire Raymond de Château-Roussillon. Alors, un homme ombrageux et jaloux, il mena une enquête sur ces faits qui se révélèrent exacts et fit surveiller sa femme. Attention, voyez, le pauvre Guillaume, c'est un jeune freluqué, très jeune, là, il tombe amoureux, il tombe facilement amoureux. Et puis Saoul Monde est très belle, comme son nom l'indique d'ailleurs. Hein. Monde c'est pur. Saoul c'est un blond, une espèce au beurre, hein, très belle femme. Bon, et évidemment, il est frappé par cette lance d'amour hein, que lui-même évoque. Hein. Elle est une lance d'amour qui atteint infailliblement le cœur. C'est Gandhi. Alors, cette lance d'amour, vous la voyez ici. Oui, mon hommage à mon arrière-grand-oncle, le curé de Mosset, au début du XXe siècle. Voilà, le chanoine à Drouet. Et vous allez à Mosset, à l'église, et vous verrez donc cette belle malle là, de mariage, on appelle ça comme ça, qui finalement est devenue une sorte de reliquaire. Vous le verrez. Et vous verrez donc une dame hein, qui est en train de couronner. Voyez, et voyez que la domina porte bien son nom. Domina a donné dame. C'est celle qui dépasse. Et vous voyez qui domine. Vous voyez qu'elle domine d'une bonne tête le chevalier qu'elle couronne. Hein, son amant. Et son fin amado. Et ici, vous voyez, eh bien, elle l'atteint infailliblement de la fameuse flèche d'amour dont parle Guillaume de Cabestan.
et regardez les effets de l'amour sur le pauvre type, alors. Il est complètement déblingué. Eh bien, c'est ça l'amour. Dès que je parle d'amour, oui, je répète tout le monde. Allez, on va. Vous voyez dans quel état psychologique était le pauvre Guillaume. Voilà. En plus, rajoutons que, alors, ils sont dans toutes les chansons, les cançons de troubadour. Et ça, c'est ce que Zen n'a pas compris. Les losengers, les mauvaises langues, qui ne songent qu'à une chose, faire du mal. Ils sont jaloux et ils veulent faire du mal aux amants, évidemment. Et donc, les mauvaises langues se délient. Et on va parler. On va parler, et en particulier, ils approchent Ramon, qui est très jaloux. Et ils lui disent, Ramon, et je vais vous le faire en catalan, je vais traduire, faille en catalan. Parce que ça se passait dans cette langue, catalan, roussillonnaise. Ramon, Ramon, oui. Saps, Ramon, c'est Ramon. E puis la teva dona. Oh, sí, l'hem vista amb el... Saps aquell, en Guillem de Cabestany? On a vu ta femme, ah, oui, tu sais, avec ce jeune-là, freluqué, là, Guillem de Cabestany. Ah, et que feien? Alors, tu n'es pas content, hein? Oh, rien, Ramon. Rien, Ramon. T'inquiète pas, hein? Il cherchait des asperges. Buscava les asparges. Ah. Et l'autre est furieux. Furieux. Hein? Bon, vous avez compris. Bon, alors ça, ce que je vous fais là, c'est un plus, c'est du rap. Parce que la vérité, ça c'est moi qui l'ai pas fait. C'est pas dans la vie là. Regardez, je suis quand même un petit peu un universitaire honnête. C'est moi, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Ça, c'est moi qui le rajoute. Alors, j'ai les gens, vous êtes très bien disant, oui, ils sont là. Et voilà pourquoi, en 4e de couverture, alors ça, vous lisez, je ne sais pas si vous allez faire de la publicité pour son bouquin, le bouquin sur les troubadours de Michel Zinc, qui est très bien, hein. Et en 4e de couverture, moi j'ai mis, vous voyez, ceci. Hop, vous voyez, Guillem de Cabestany, on sait que je l'ai trouvé à la Bibliothèque nationale de Paris, hein, sur notre chansonnier, Guillem de dos. Oui. Alors, ben oui, alors moi je me suis dit, mais quelle idée de représenter ce troubadour de dos. D'habitude, vous les voyez à 3/4, de face, etc. Pourquoi de dos, à votre avis? Eh oui, parce qu'il s'en va, précisément. Oui. Et ça, il ne le met pas, il en parle de cette vignette, mais il ne la commente pas comme ça. Là, il se trompe un peu. C'est pas grave, hein. Mais bon, oui. Alors, moi, je me suis posé la question. Ah, vous voyez, la recherche en littérature. L'autre jour, je pourrais vous parler de ça. La recherche, vous savez que je quête le Graal, moi. Je suis en train d'éditer à Barcelone la version catalane à 4,5 grammes. C'est encore autre chose. Et alors, la recherche en littérature, c'est ça. On se dit, mais enfin, vous voyez pourquoi on nous paye l'État? Mais enfin, qu'est-ce que c'est ça? On voit là une coupe généreuse de cheval, rose d'ailleurs. Rose. Bon. Et on voit le type de dos. Mais pourquoi? Hein? Bon, effectivement, c'est parce qu'il s'en va. Mais au début, je n'y avais pas pensé, moi non plus. Je n'avais pas établi le rapport, ce que j'aurais dû faire tout de suite, entre le texte et l'image. Alors je dis, ça c'est simple. C'est parce que, comme de toute manière, les troubadours, on les représente, comme je vous ai dit, 100, 200 ans plus tard, dans des recueils. Donc, évidemment, ils ne savaient pas à quoi ils ressemblaient. Donc on le représente de dos, on est sûr de ne pas se tromper. Vous voyez, un motard, représentez-le de dos, ça peut être n'importe qui, ça peut être moi, ça peut être François Hollande, ça peut être... Non. Et puis pas du tout, hein. Il fallait revenir au texte. Donc, il y a, alors ça, je suis sérieux, il y a un rapport extraordinaire, je le dis aux étudiants, je leur dis, mais allez voir les manuscrits, c'est magnifique. Un dialogue entre le texte et l'image qui s'établit, qui est magnifique dans les manuscrits. Rien que sur ça, on pourrait faire des tonnes de recherches, croyez-moi, de thèses. Bon. Ça a été fait en partie, enfin, il y a beaucoup de travail encore. Voilà. Et donc, il dit, in altre terre, il est peine de langage, je trouve ça très bien. Si que jamais la questa non sei, e ho la zangiera, e mauvaises langues, qui m'en mort per un vell, n'auran gran joie, car me verran salvatge. Et alors ça, je trouve ces vers magnifiques. E mènerai com pauvre paradís, e al desilier n'hi hauran tots pocs sis, e se mai non ven e amor servit,
et servir. Tout le jour de ma vie. C'est pas beau ça? Bon, ça pourrait être une conclusion, mais encore, je vais patienter 2 ou 3 minutes. Guillaume, ça va. Hop. Et ce freluquet, le Guillaume, vous savez, il est jeune, il commet des erreurs. On a tous commis, mais là, c'est grave, parce que sa vie est un jeu. Et il écrit une chanson. Une chanson, il faut dire qu'entre-temps, vous l'avez vu, Ramon, jaloux, a enfermé son monde dans cette fameuse tour que l'on voit entre, mais ça c'est pas de la blague, entre Canet, enfin la tour existe, bon, entre Canet et Perpignan. Et là, donc, il l'a enfermé, et l'autre écrit quelques vers comme ça, qui chante, ouais, voilà, il gratte la viole comme nos amis, et il dit ceci, on pourrait le prendre un peu mieux, car vous que je désire plus que tout être au monde, je vous désavoue, vous ignore et cesse en apparence de vous aimer, et en apparence, toutes ces actions inutiles que la crainte me dicte, évidemment, il a peur du jaloux, vous devez les prendre en bonne foi, même quand je ne vous vois pas. Voici, je l'ai mis en rouge, c'est des lettres sanglantes. Même quand je ne vous vois pas, ça veut dire que vous êtes enfermé. Et qui est enfermé, qui est ce qu'on ne voit pas, c'est Saurimond. Ramon, entendant ceci, explose. Et nous acheminons là, avec une triste fin. Ouais, je vous raconte. Non, je veux revenir en arrière. Triste fin. Ramon, vous connaissez l'histoire? Invite, non? Vous connaissez, non? Ramon invite Guillaume à une partie de chasse. La partie se déroule convenablement bien. On a tué 2 lapins et 3. Bon, jusqu'au moment où Ramon saute sur Guillaume, sort son poignard et lui ouvre la poitrine et en retire le cœur. C'est l'histoire du cœur mangé, la fameuse histoire du cœur mangé, qui a été déclinée sous toutes les latitudes dans le monde entier. Il faut dire que c'est un récit qui vient de loin, en fait. Et donc, par le cœur, il lui arrache, et le voici qui file avec le cœur du jeune homme, du troubadour, vers Château-Roussillon, c'est Roussillon. Et la première pièce dans laquelle il entre, c'est la... Oui, je l'ai entendu. Oui, la cuisine. Il rentre dans la cuisine, il va voir le cuisinier, il lui dit, tu me prépares ça. Il me dit, chaud. Alors l'autre il dit, mais comment fallait que c'est chaud? Il ne dit pas que c'est le cœur. Moi, quand il est chaud, tu me prépares ça, tu me le cuisines. Bon, l'autre il n'est pas trop habitué à faire du cœur. Il lui dit, mais t'as pas d'espace, t'as dit, mais qui? Les lianes comme malades. Il y a les œuvres, les lianes comme malades. Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais, par parenthèse, les lianes comme malades, extraordinaire, cette femme. Extraordinaire. Bon, ça. Alors, il lui prépare ça, et c'est tellement bon, avec la fameuse recette, une paillade, dit la Bible, une sauce au poivre. Parce que vous savez, le cœur, c'est pas fameux, il faut mettre beaucoup de poivre quand même. Et le soir, repas, vous savez, vous imaginez une longue table là, Raymond d'un côté, Saurimond de l'autre, et on sert le cœur. Et Saurimond se régale. Ouf! Jamais elle avait mangé autant d'appétit. Vous savez, elle ne fait pas beaucoup de sport. Et l'autre n'a pas fait, Raymond. Lui dit d'ailleurs, il dit, mais Seigneur, que passe que nous mangeons? Sire, qu'est-ce qui vous arrive, vous ne mangez pas? Non, non. On peut se baisser parce qu'il concorde, qu'il pèse. Non, ça va pas, j'aime pas. Il n'est pas bien, évidemment. T'as fait abonner dans le casse-vert. Alors, oui, il y a un petit anachronisme. Ça aussi, c'est à vous de le trouver. C'est pas mal. Bon, alors, et ça, c'est de bon, hein, encore. Voilà, vous savez, à la fin, là, je me lâche avant de tuer. Je le savais. Et voilà. Et donc, il lui dit, moi, je deviens sérieux, et on mangea au corps de votre main. Vous allez manger le cœur de votre main. Ça, c'est dans la Bible, hein, ça, c'est pas de moi. Alors, la dame se lève, très digne, hein, et elle lui dit ceci, Seigneur, de tale manière buono che mangiate, che non mangerei mai dans ma vie. C'était tellement bon ce que j'ai mangé.
que jamais plus je ne goûterai quoi que ce soit de ma vie, est très digne. Elle va vers la fenêtre, qu'on voit toujours, hein, et elle se jette du haut. Les anciens vous montrent encore, mais il n'y a plus d'anciens, c'est le problème, il faudra l'inventer. Les anciens vous montrent encore le rocher sur lequel s'est écrasé son âme, éclaté. Allez-y, allez à Château-Roussillon, hein, et vous le verrez. Voilà, alors, Stendhal, là aussi je pourrais vous en faire des tonnes sur Stendhal, parce que j'ai écrit un article. C'est pas lui qui a traduit la vie de Guillaume de Cavestagne. Je le sais, c'est un professeur de la Sorbonne qui s'appelait Fauriel. Lui, il a traduit le tout début. Mais après, il a lâché. Et la traduction, c'est Fauriel, vous savez comment je le sais? À travers une lettre de la maîtresse du professeur, de la Sorbonne. Voilà, ça je vous raconterai une autre fois. Et ça se termine comme ça. Voilà, ça se termine ainsi. C'est fini. Voilà. Cela fut su dans toute la Catalogne et dans toutes les terres du roi d'Aragon. Le roi d'Aragon et tous les barons de ses contrées eurent une grande douleur et grande tristesse de la mort du seigneur, Guillaume et de sa femme, que Raymond avait aussi laidement mis à mort. Ils lui firent la guerre à feu et à sang. Le roi Alphonse d'Aragon ayant pris le château de Raymond, il fit passer Guillaume et sa dame dans un monument devant la porte de l'église d'un bourg nommé Pelpignac. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Alors ça c'est beau. Hein. Non, mais ça a été très bien traduit. Hein. Donc, vous trouverez ça dans De l'amour de ces dames, mais également dans ce livre, car ce livre a été coécrit avec Henri Veil dit Stendhal. Et de plus, bon, j'ai pas eu à lui payer le roi, il est mort depuis longtemps. Tous les parfaits amants, toutes les parfaites amantes prièrent Dieu pour leur âme. Le roi d'Aragon prit Raymond, le fit mourir en prison, et donna tous ses biens aux parents de Guillaume et aux parents de la femme qui mourut pour lui. Voilà. Tout ça, c'est de la blague. Alors vous allez aux archives, j'ai fait une conférence aux archives, tout ça est faux. Hein, en réalité, le contrat de mariage prouve bien que, alors que normalement Guillaume devrait être mort, non. Elle, Solimonde, épuisait son troisième mari. Ça c'est vrai. Ouais. Quant à Guillaume de Cavestagne, il faisait la guerre à las Navas de Toros. Et donc, ça ne concorde pas, si vous voulez. Tout le monde se porte comme un charme. Ça se termine presque en vaudeville, vous voyez cette histoire. Et regardez, je laisse la parole alors à un très grand historien qui nous a quittés il y a quelques années et que j'aime beaucoup, c'est Jacques Le Goff. Hein. Jacques Le Goff qui dit que l'histoire, il faut la saisir sur la longue durée. C'est ce que certains n'ont pas compris quand ils nous fichent ici, ils nous flanquent comme un sparadrap, Occitanie. Vous pouvez le dire là, parce que je crois qu'elle vient à la plage. Les troubadours sont aujourd'hui encore des héros bien intégrés dans l'imaginaire européen, présents, dit-il, d'une façon privilégiée dans la mémoire occitane et d'une façon plus privilégiée encore dans la mémoire des Bagnolencs et de Bagnos. Hein. Je vous remercie de nous avoir invités. Peut-être pourrions-nous écouter cette belle canson de Pons d'Ortafa, qui certes est un peu triste, mais les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Les gens si immortels qui sont de plus en haut, voyez-vous. Voilà. Écoutez, pour moi, c'est un bijou. Et nous ne séparons. Si ai perdut mon saber, qu'appena sai on me stau, ni sai d'on ben ni on bau, ni qu'em fa lo giorni il ser. E sui dai tal captenenza che non veni pos dormir,
ni plai biura ni muri, ni mani beno magenza. Par nom désespère, au nom de manger des gens, au nom dins una trau, au nom non pugues veze, traic suia in cresenza de sela che au plus desir, che fa suspira languir, ca mi fra ma convinenza. Ai cel che non tensa absidons nomasi nim sai de resenardi mas de socale sagenza. Sui sel che fai semenza e sai selar e cubrir miel scautre druzze grasi im fa secus